Bonjour François Rouban. Bonjour Faten et bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre visioconférence, toujours sur la thématique de l'emploi, avec pour sujet aujourd'hui être et réussir, astuces et techniques pour favoriser sa recherche d'emploi. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des maisons de l'emploi qui se sont mobilisées, les missions locales, les élus qui nous écoutent, les entreprises qui nous écoutent. Sachez qu'aujourd'hui, je pense qu'indépendamment de tous les conseils que vous recevez par ces formidables professionnels qui vous accompagnent dans la recherche d'emploi, nous allons, grâce à François Rouban, avoir d'autres techniques, astuces. Je le vois en train de sourire parce qu'il sait que c'est vrai, pour favoriser votre recherche d'emploi. Parce qu'il y a énormément euh, d'informations qu'on n'a pas forcément. Les techniques évoluent de recherche d'emploi. Le monde évolue en lui-même, les sociétés évoluent, les besoins évoluent et la recherche d'emploi s'adapte aux problématiques nouvelles, aux besoins nouveaux. Donc aujourd'hui, vous saurez tout sur ces techniques et astuces pour favoriser la recherche d'emploi. Alors maintenant, on va démarrer. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir, François Rouban, aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Mais j'aimerais que dans un premier temps, tu puisses te présenter auprès de l'ensemble des intervenants, parce que c'est un véritable plaisir et un privilège de te recevoir. Et je sais que pour eux, qui se sont connectés, c'est d'abord pour mieux te connaître, avant d'appréhender ces techniques et astuces. Et c'est important aussi de rendre accessible aussi, du fait de tes fonctions, cette conférence, sans pour autant que la marque que tu représentes ne soit un frein pour eux, qu'elle soit plutôt accessible. Parce que moi, je te connais, je sais que tu es quelqu'un de très accessible et bienveillant. Donc, je te laisse la parole. Présente-toi, prends le temps que tu veux pour te présenter, et ensuite on démarrera le sujet. Donc bonjour à tous, je suis François Rouban. Je travaille actuellement chez Louis Vuitton comme Digital HR Manager. Donc je suis responsable du développement d'applications, de services numériques à l'attention des employés de Louis Vuitton. J'occupe cette fonction depuis 2016 à la direction des ressources humaines de Louis Vuitton et auparavant j'étais depuis 2007 dans la direction des systèmes d'information de Louis Vuitton. Et je me suis notamment occupé du support aux utilisateurs. Je suppose que tous, vous avez peut-être eu des expériences pour vous faire assister dans l'utilisation des systèmes d'information, hein, donc les téléphones mobiles ou même votre Freebox. Et on appelle un support téléphonique pour résoudre des incidents. Eh bien, en fait, dans toutes les grandes entreprises, il y a un support téléphonique pour accompagner les utilisateurs, les employés, dans l'utilisation des systèmes d'information. Et donc, moi, j'ai mis en place le service chez Louis Vuitton. On a mis en place un service avec plus d'une cinquantaine de personnes réparties dans le monde entier, à Boston, à Singapour et à Paris, pour répondre 24 heures sur 24 aux besoins des employés, puisque Louis Vuitton est une entreprise qui est ouverte tout le temps. Il y a tout le temps des magasins ouverts dans le monde entier et on doit pouvoir assister les vendeurs dans tous les magasins, quel que soit le problème qu'ils rencontrent. Donc j'ai fait ça depuis 2007. Et puis auparavant, j'étais consultant dans une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Unilog, qui a été racheté, puis racheté, puis racheté, comme ça se fait beaucoup dans les entreprises de services. Et aujourd'hui, donc cette entreprise, elle s'appelle CGI. C'est une boîte canadienne qui regroupe près de 80 000 personnes et qui est un peu comme Capgemini ou Accenture ou encore Atos. Voilà, donc c'est des grandes entreprises de services qui accompagnent les entreprises dans la mise en place de projets de systèmes d'information. Donc voilà, je suis très orienté sur les systèmes d'information, mais à la base, je suis juriste. J'ai fait du droit. Mon père est d'origine libanaise, donc j'ai vécu en partie au Liban. Et puis, quand je suis venu m'installer en France fin 97 pour des raisons personnelles, j'étais amoureux et j'ai bien fait puisque je suis toujours avec la personne avec qui je me suis installé en 97. Je suis rentré en France et j'avais pas de perspective de travail. J'avais fait des études de droit en droit public, je connaissais personne.
Et j'ai beaucoup eu de difficultés à trouver mon premier job. Et j'ai saisi une opportunité. Je ne sais pas si pour les plus âgés d'entre vous, vous vous souvenez de 98, mais 98, c'est l'époque du boom de l'Internet, le passage à l'euro, le bug de l'an 2000. Et donc, en fait, dans l'informatique, on recrutait à tout va. Alors que dans le droit, moi, j'avais pas de possibilité. Donc, j'ai saisi une opportunité d'intégrer une boîte qui travaillait dans l'informatique, qui faisait du conseil. J'ai d'abord été développeur, j'ai suivi une formation de reconversion. Je suis devenu développeur, donc j'ai appris à coder. Et puis, une fois que j'ai participé à différents projets en tant que développeur, progressivement, je suis devenu consultant, j'ai intégré Unilog et ainsi de suite jusqu'à Louis Vuitton. Voilà, donc vous voyez, il y a là la personne que je suis, qui a presque 52 ans, qui travaille chez Louis Vuitton, je suis installé, et donc on peut se dire, oui, finalement, qu'est-ce que c'est l'expérience de cette personne? Quel est le témoignage que je peux apporter pour des personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi? Ben voilà, il y a 25 ans, j'étais dans une situation difficile, j'avais pas de perspective pour trouver un job. J'ai trouvé une annonce dans Le Monde, j'ai postulé, j'ai fait un concours que j'ai raté pour intégrer une entreprise, et finalement, à force de conviction, j'ai fini par être intégré. Ils m'ont accepté alors que je n'avais pas réussi les tests. Et voilà, petit à petit, bah, j'ai progressivement fait cette carrière que je trouve pas extraordinaire ou exemplaire, mais c'est juste un message d'espoir pour vous dire que, en fait, la vie ne s'arrête pas à maintenant, et que tant qu'on est vivant, on a la possibilité de saisir une chance, une opportunité, et de pouvoir réussir. Merci François. Donc du coup, par rapport à ton parcours, qui effectivement retrace, comme pour la plupart d'entre nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et finalement tu en es là où tu es à force de persévérance, de travail. Et puis à un moment donné, comme tu l'as dit, reconversion, donc la valeur travail malgré tout est très symbolique de ton parcours. Et je pense que tous ceux qui nous entendent aujourd'hui sont dans cette volonté à la fois de s'en sortir, de trouver un emploi. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais ils ont du mal à trouver. Il y en a qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui se cherchent, ce qui est tout à fait logique. Donc, on a échangé il y a peu et tu me parlais de cette notion de singularité parce que finalement, on ne se ressemble pas tous. Mm. Nous avons des personnalités diverses, des volontés aussi diverses, hein, puisque bah, vouloir, c'est pouvoir, savoir ce que l'on peut faire, déjà, ça nous permet déjà d'avancer vers l'emploi. Euh, Quelle est la définition de la singularité et qu'est-ce qui fait que cette singularité peut nous permettre d'accéder peut-être plus facilement à l'emploi? C'est vrai que en fait, quand on en a discuté, ce que je me fais comme réflexion, c'est que la recherche d'emploi, en fait, elle ne dépend que de la personne qui recherche cet emploi. Donc c'est vrai qu'autour de soi, on peut trouver une famille, des institutions, comme ce que tu représentes, Faten, mais en réalité, c'est soi-même qui devons trouver l'emploi, trouver la solution. Euh, donc d'un côté, c'est une responsabilité, ça nécessite de se prendre en main, mais d'un autre côté, c'est aussi, on peut le percevoir comme un message d'espoir parce que dans le contexte dans lequel on est actuellement, on a une crise, il y a une situation avec la pandémie qui est difficile, euh, mais ça ne veut pas dire que pour chacun d'entre nous, il va y avoir des difficultés. En réalité, chacun a la possibilité d'écrire sa propre histoire, quel que soit le contexte. Et c'est véritablement ça, en fait, qu'il faut qu'on comprenne, c'est que comme chacun d'entre nous est singulier, est une individualité, une personne, chacun d'entre nous peut écrire sa propre histoire, quel que soit le contexte. Les éléments de contexte, vous le savez, au travers des réseaux sociaux, des médias, on a l'impression que rien ne va. Et c'est comme ça que fonctionne notre monde aujourd'hui. Les médias, en fait, sont là pour créer de l'audience, pour attirer des gens qui vont, en fait, être émotionnellement, collectivement
connectés pour derrière faire tout simplement monter la vente d'espaces publicitaires. Donc ce qu'on voit autour de nous, ça n'est pas la réalité. La réalité, en fait, c'est ce que nous vivons à titre individuel, et ça nous laisse la possibilité de trouver un emploi, même s'il y a un contexte qui est difficile. J'ai autour de moi, je ne sais pas si vous avez vu mon profil LinkedIn, pour certains d'entre vous, mais j'ai publié la semaine dernière une vidéo sur BFM TV. Il y a une chef d'entreprise d'une boîte qui s'appelle La Grande Serre, qui va recruter 15 personnes. Alors vous allez me dire, 15 personnes, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. 15 personnes sans diplôme. Donc n'importe qui peut postuler à La Grande Serre pour devenir jardinier. Alors, après, il faut travailler, effectivement. Mais il n'empêche qu'il existe des possibilités. Donc, dans tout le fatras médiatique qu'on entend où rien ne va, il y a un chemin pour chacun d'entre nous de saisir une opportunité et de s'illustrer et d'écrire sa propre histoire. Merci François. Moi, ce que j'entends, et le public l'entend également, c'est que tu ne t'adresses pas à ceux qui sont diplômés, qui ont de l'expérience, tu t'adresses aussi à ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'au final, quand on veut, on peut. C'est basique ce que je dis, mais c'est la stricte réalité de ce que tu viens d'avancer comme argumentaire. Maintenant, il y a une notion qui va être très barbare, entre guillemets, par rapport à ce que je vais évoquer maintenant, c'est la notion de personal branding. Alors, ne vous inquiétez pas, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Ça va être du vocabulaire que vous allez ingurgiter, mais c'est à la mode aujourd'hui et c'est quand même assez intéressant de comprendre ce qu'est le personal branding et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous concrètement. Alors, c'est quoi le personal branding, François? C'est cette idée de singularité, c'est-à-dire que chacun est une personne distincte des autres. Si on se regarde nous-mêmes, si on regarde les autres, on voit bien qu'on est tous différents. Donc bien sûr, comme je le disais, on peut écrire sa propre histoire, quels que soient les éléments de contexte, la crise pandémique ou une crise économique, on peut écrire sa propre histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver les moyens de valoriser son profil de professionnel sur un marché qui est un vrai marché. Il ne faut pas croire que on n'est pas sur un marché de l'emploi. Oui, il y a un marché de l'emploi. Oui, il y a des employeurs qui vont rechercher des candidats pour un poste. Et oui, il y a plein de candidats pour un poste. Et la plupart du temps, il y a, on va dire, entre 2 et 300 candidatures pour un poste. On peut être accompagné dans la construction de son profil par des personnes, des missions d'emploi qui vont vous donner des techniques pour faire votre CV, votre lettre de motivation. Mais moi, ce que je voulais mettre en avant, en fait, c'est plus... Je ne suis pas là pour faire des techniques, pour vous donner des techniques, on va dire, très précises, très pointues que eux-mêmes, que ces techniciens pourraient vous donner et qui seraient meilleurs, mais c'est plus vous donner le contexte en fait dans lequel vous faites cette recherche d'emploi. Donc toutes les techniques qu'on vous donne sont valables, elles doivent être intégrées et c'est pas à moi de les détailler ou même de les questionner. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que sur ce marché de l'emploi, votre produit c'est vous. Donc il faut déterminer ce que vous pouvez mettre en avant dans votre profil. Et encore une fois, chacun a son histoire. Donc ça veut dire que chacun a sa personnalité et chacun a quelque chose de différent à mettre en avant. Et c'est cette différence, en fait, c'est ce qui vous distingue des autres sur ce marché de l'emploi qui va compter. Ensuite, votre vitrine dans cette recherche d'emploi, c'est le CV. C'est aussi les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises vont faire appel aux réseaux sociaux pour aller chercher des profils ou pour valider la qualité d'un profil, d'un candidat dont ils ont reçu le CV. Ils vont aller sur Instagram ou sur Facebook pour voir la qualité de ce profil, notamment les informations publiques. Donc, vous savez, c'est plus facile, par exemple, sur Instagram, de voir des données publiques. Facebook, ça reste encore ouvert uniquement à mes amis, mais LinkedIn, Instagram, ce sont des groupes, des réseaux sociaux sur lesquels il y a des informations publiques auxquelles n'importe quel recruteur peut accéder.
Donc ça veut dire que votre responsabilité aussi, c'est de voir quelle image vous donnez en tant que personne sur ces réseaux sociaux. Donc votre CV, c'est votre vitrine. La lettre de motivation aussi est votre vitrine. Donc il faut que vous identifiez les qualités que vous avez, ce qui fait votre singularité. Ensuite, que vous le mettiez en valeur au travers des CV, et là-dessus, tous les accompagnements qui peuvent exister à Pôle emploi, dans les missions d'emploi, il y a plein d'associations qui peuvent vous aider à bien faire le CV. Et puis enfin, il y a une analyse à faire de votre marché de l'emploi. Donc, quel est le poste que vous ciblez? Est-ce que il y a plus ou moins de concurrence? Est-ce que c'est un métier sur lequel il y a beaucoup d'offres? Est-ce qu'il y a beaucoup d'employeurs? Est-ce que c'est en France ou à l'international? Quels sont les canaux que vous allez pouvoir utiliser pour contacter ces employeurs? Est-ce que vous allez, par exemple, déposer des CV dans un magasin ou est-ce qu'il va falloir passer par un site internet? Il faut prendre aussi en considération les concurrents. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats sur ce type de poste? Et qu'est-ce qui peut vous différencier justement de ces candidats par rapport à vos qualités propres? Et enfin, il faut prendre en considération quelque chose qu'on va peut-être détailler par la suite, Faten, Oui, c'est la qualité en tant que recruteur de votre futur employeur. Quel est son niveau de maturité dans son organisation? Euh, Est-ce qu'elles sont organisées pour recruter? Et ça, c'est à prendre en compte pour justement mieux valoriser votre profil. Ça te va, Fat? d'accord. J'entends ce que tu dis. Ouais. Euh, Au final, là, tu t'adresses à des personnes qui vont sur des postes, on va dire, de cadre intermédiaire. Moi, imaginons, je n'ai pas de diplôme parce que la vie a fait que j'ai dû sortir de l'école assez tôt et que j'ai dû subvenir aux besoins de ma famille. J'ai pas d'expérience, mais j'ai la niaque, j'ai la volonté de m'en sortir. Est-ce que ce que tu viens de dire fonctionne également avec mon type de profil? Ouais, ouais, pour moi, en fait, encore une fois, c'est une question de marché. Donc, moi, je suis cadre. J'ai fait 5 ans d'études, donc je suis juriste. Et donc, effectivement, quand j'ai été en difficulté pour chercher un emploi, j'ai trouvé des emplois de cadre. Mmh. Si je ne suis pas cadre, et je connais beaucoup de personnes dans cette situation, si je n'ai pas de diplôme, il y a quand même des emplois pour moi. Vous savez, on dit tout le temps, il y a 10% de chômeurs dans la population active en France. On peut dire à l'inverse qu'il y a 90% des gens de la population active qui travaillent. Hein, donc, économiquement, on est tout le temps en train de se focaliser sur les 10% qui n'ont pas de travail, et c'est très bien parce qu'il faut les accompagner, mais ça veut dire que 90% des gens qui sont dans la population active sont censés avoir un travail. Et même si les chiffres ne sont pas exacts, c'est peut-être du 80-20. Donc ça veut dire que dans la plupart du temps, la plupart des gens qui sont dans la population active ont trouvé un travail. Donc il y a des emplois pour chacun d'entre nous, quel que soit le niveau de diplôme qu'on a. Ce qu'il faut simplement cibler, c'est les emplois qui sont accessibles pour nous. Donc si j'ai pas de diplôme, je vais pas cibler des emplois de cadre. Il va peut-être falloir que je cible des emplois dans la vente, dans la maintenance technique, dans l'accueil des personnes. J'ai un ami qui vous pouvez aller le voir. Il est à l'accueil du Wojo qui se trouve près des Champs-Élysées, qui est un espace de coworking. Il a 0 diplôme. Et quand il s'exprime, bah, vous voyez, il fait des fautes de français, voilà, il a des défauts, mais ça ne lui a pas empêché de trouver un travail. Donc effectivement, comme tu le disais, il faut s'accrocher. Et c'est vrai que c'est dur en fait de rechercher un emploi. C'est dur aussi de travailler. Mais quelle autre issue avons-nous? En fait, on n'en a pas. Donc on est obligé de travailler si on veut pouvoir être autonome, indépendant, vivre de nos propres ressources. Donc la question, c'est pas de savoir si travailler c'est bien ou pas, c'est juste en fait de savoir quel est le marché de l'emploi qui est ouvert pour nous par rapport aux compétences, aux qualités que nous avons. Donc vous voyez, il y a vraiment ce travail de travailler sur soi, trouver son identité en tant qu'employé, être capable de mettre en valeur
cette identité au travers d'un CV, des outils en fait qui sont capables de nous permettre d'exposer notre profil et ensuite aller voir le marché qui est accessible pour nous. Et voilà, il faut accepter. Moi, par exemple, vous savez, même à mon niveau, j'aimerais accéder à des postes de direction dans le groupe LVMH, et puis il n'y a que des polytechniciens, et je sais que je les aurai jamais ces postes. Ben voilà, bon ben c'est comme ça. Et on peut être malheureux en se disant ah oui, j'ai pas mon poste cible, ou se satisfaire des emplois que l'on a. Maintenant, plus on est jeune, moins on est qualifié, plus on peut accéder à des postes non qualifiés, mais on a une carrière devant nous qui va nous permettre d'évoluer. Et ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire que quand on va commencer peut-être dans des postes peu qualifiés, on a quand même l'opportunité dans des entreprises de grimper. Ça existe. Vous voyez, on ne le voit pas, ça n'est pas mis en valeur, mais ça existe. Regardez, Jean-Christophe Faber, le PDG de Danone, Mmh. il a été viré il y a 2 semaines. OK, mais il a fait 26 ans chez Danone. Et il est arrivé stagiaire chez Danone. Donc vous voyez, c'est des exemples ça existe. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'était il y a 26 ans. Ouais, OK, mais alors à ce moment-là, si toutes les hypothèses que je propose sont rejetées, en fait, il n'y a plus rien qui a de la valeur. En réalité, c'est possible de rentrer dans une entreprise sans diplôme, d'être bien, d'être épanoui, d'y faire carrière et de progresser. Et c'est possible encore aujourd'hui. Parfait, merci François. Et justement, avant de revenir sur les techniques et astuces, je crois même qu'au sein des magasins, des boutiques Louis Vuitton, il y a des exemples de parcours atypiques. Donc, comment faire, si on veut devenir vendeur chez Louis Vuitton? Est-ce qu'il faut absolument avoir fait une carrière dans le luxe? Alors non, en fait, on va regarder dans les collaborateurs qui travaillent dans les magasins, on va regarder Mmh. beaucoup quelque chose que tu connais bien et dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire les compétences comportementales. Hein, c'est la manière d'être. Vous voyez, donc, quand quelqu'un, donc on va pas nécessairement regarder les diplômes. Donc c'est vrai quand même que chez Louis Vuitton, les recruteurs vont être attentifs aux diplômes, comme partout, mais en fait, ce n'est pas le principal qui va faire la sélection d'un candidat. Ça vaut chez Louis Vuitton, comme ça vaut chez la plupart des entreprises. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, on n'a pas besoin d'avoir fait une carrière dans le luxe pour travailler chez Louis Vuitton. Il y a des vendeurs aux Galeries Lafayette qui ont un BTS commerce, par exemple, et qui ont été recrutés. On va regarder par exemple les langues. C'est vrai que nous, on a une clientèle internationale, et donc si vous êtes, si vous parlez mandarin, donc chinois traditionnel ou chinois simplifié, ou coréen, ça va être un critère qui va compter parce que la clientèle asiatique a une importance. Et donc on va regarder cette compétence-là. La compétence de vente, c'est relatif parce que finalement, l'expérience client que vous développez chez Louis Vuitton, elle est spécifique. Et donc, c'est plutôt Louis Vuitton qui va vous former à la vente. Et puis, il y a les compétences comportementales. Donc, la manière que vous avez d'écouter le client, la manière que vous avez de comprendre l'offre du produit, l'offre des produits de Louis Vuitton, et la manière que vous avez de faire connecter le besoin du client avec cette offre produit. Et ça, vous le trouvez chez Zara, vous le trouvez chez H&M, vous le trouvez chez Balenciaga. En fait, la vente dans le commerce de l'habillement, ou la mode ou le luxe, hein, elle n'est pas très différente. Donc les profils qu'on recrute sont les mêmes. Là où on va être plus distinctif, c'est effectivement sur les emplois de cadre, où nous, on va plutôt regarder, par exemple, pour des chefs d'équipe ou pour des directeurs de magasins, on va regarder des personnes qui ont travaillé dans l'hôtellerie, par exemple. Mais ce qu'il faut, c'est se mettre à la place du recruteur. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc peut-être, je sais pas, Faten, si tu veux que je détaille cet aspect-là. Oui, Mais si vous voulez, le recruteur, j'ai parlé des diplômes, et on dit tout le temps, en fait, oui, en France, on va regarder les diplômes, et si j'ai pas de diplôme, je vais pas pouvoir être recruté. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, on va regarder les diplômes. Mais c'est pas spécifique à la France.
Vous savez, aux États-Unis, si vous êtes diplômé de Harvard, bah, vous aurez plus de chances d'être embauché que si vous n'êtes pas diplômé de Harvard. En fait, ce que va regarder le recruteur, c'est si vous cochez toutes les cases. Un recruteur, que ce soit juste une chef d'entreprise qui a créé son propre magasin de franchise Camailleux, ou un directeur des ressources humaines de chez L'Oréal qui va recruter 1000 personnes dans une année, le recruteur, c'est un actuaire qui cherche un risque, qui cherche à limiter son risque. Donc généralement aujourd'hui, quand on ouvre un poste, on va mettre plusieurs mois à décider de recruter. Et ce qui fait la différence entre la France et les États-Unis, c'est l'élasticité du marché. On l'a tous vécu là avec la pandémie. Aux États-Unis, il y a eu d'un seul coup des millions de gens qui ont été virés en mars de l'année dernière. Ils ont été licenciés, ça a fait augmenter le taux de chômage, ça a fait chuter la population active en activité. Tout le monde s'est retrouvé à la rue, à demander, vous avez vu peut-être dans les journaux, encore une fois, hein, des files d'attente pour l'aide alimentaire. Et puis en ce moment, bah, l'activité, elle est en train de repartir. On réembauche. En France, qu'est-ce qu'on a fait en France et en Europe? Nous, on a une autre manière de faire. C'est bien, c'est pas bien, c'est finalement pas le propos aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place tout un tas d'aides pour que les entreprises ne licencient pas. Et donc, par exemple, au restaurant, j'ai un ami qui était chez moi ce week-end, ça fait 1 an qu'il est au chômage partiel. Et il travaille dans un restaurant chez Disney. Et en fait, ils ont repris un petit peu de août à octobre, mais finalement, bah, ils ont fermé comme tout le monde en octobre et on est au chômage partiel. Donc en fait, cette élasticité de l'économie fait que quand quelqu'un va recruter, il va être plus ou moins attentif à l'acte de recruter. Donc en France, on fait attention effectivement, parce que si on recrute quelqu'un, bah, on va se retrouver avec cette personne sur les bras, entre guillemets, pendant une longue période. Donc le recruteur, il a peur. Il a peur de recruter parce qu'il se dit, si je recrute, c'est pas un acte anodin, c'est pas n'importe quoi de recruter, j'engage l'entreprise dans quelque chose qui va impliquer une personne pendant de longues années. Donc aujourd'hui, l'acte de recrutement, même dans les petites entreprises, c'est un acte collectif. On va faire ça de manière collective parce que on veut collectivement s'assurer que on recrute la bonne personne, que c'est le bon moment de recruter déjà, que ce recrutement, ça va vraiment aider l'entreprise. Et ensuite, quand on commence à avoir des candidats, on va chercher à recruter la bonne personne. Et pour recruter la bonne personne, ben, on va avoir défini des critères à l'avance. Le fait aussi de travailler en équipe, ça va limiter tout ce qui est les biais de discrimination. Vous savez, la discrimination de genre pour les hommes et les femmes, la discrimination sur les origines, sur les origines raciales. Aujourd'hui, les recruteurs sont très attentifs à ne pas avoir de biais dans le recrutement. Donc, plus on est en équipe, plus on est dans un collectif, moins on va faire d'erreurs dans le recrutement. Et ensuite, comme je vous le disais, bah, il y a des cases à cocher. Alors, on va dire, si je recrute quelqu'un qui a tel diplôme, qui a tant d'années d'expérience, qui a expérimenté telle ou telle situation, eh bien, je garantis que je limite mon risque dans le recrutement. Donc, si vous vous mettez à la place du recruteur, nous, quand on est à la recherche d'un emploi, on se dit, mais bon sang, il demande tout un tas de critères et je ne corresponds pas à tous les critères, et donc j'ai pas ma chance. Et de l'autre côté, si vous vous mettez à la place du recruteur, ben, vous vous dites, oui, il faut que je remplisse tous ces critères, parce que comme ça, je suis sûr que la personne qui va avoir tous ces critères va être la bonne personne. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a un matching. C'est comme Tinder, hein. Je ne sais pas si vous utilisez l'application de matching. En fait, il faut arriver donc à faire rencontrer le candidat avec les critères définis. Et effectivement, on a un rapport de volume. Pour un poste ouvert, je vais peut-être avoir 200 ou 300 candidats. Donc, effectivement, si je suis recruteur, je vais avoir 300 candidats. Je vais examiner 100 CV, parce que je vais avoir 300. Je vais examiner 100 CV sur 300. Dans ces 100 CV, il y en a peut-être 10 qui vont correspondre à mes cases. Donc oui, effectivement, bah, tous les autres, je ne vais pas les prendre en compte.
Et sur ces 10-là qui correspondent à toutes les cases, je vais faire des entretiens, je vais collectivement faire une sélection et finalement, je vais choisir une personne. Donc oui, ce travail de sélection, il existe. Et vous savez, en fait, en ce moment, par rapport à tout ce qui existe sur la discrimination, quand on explique que l'on veut limiter le biais de discrimination, le fait de recruter, l'acte de recruter, c'est discriminer. C'est choisir une personne au milieu de 300. Donc, effectivement, si je n'ai pas le diplôme, si je n'ai pas l'expérience, il va falloir que je sois très convaincant pour aller au-delà des critères que le recruteur avait prédéfinis. Donc, quand on fait du recrutement en masse, sur, par exemple, un poste où on va donc avoir un poste en ligne qui est publié sur un site, bah là, on va effectivement être confronté à une concurrence très forte. Et si on n'a pas tous les critères, on a moins de chances d'être recruté. Mais voyez le back-office de tout ça, hein, donc ce qui se passe chez le recruteur, c'est aussi une prise de risque. Il ne faut pas considérer que ça n'est pas un travail, en fait. Les recruteurs travaillent, ils définissent le profil qui est le mieux qualifié pour répondre aux besoins, et ils vont sélectionner les candidats qui répondent le mieux possible aux critères définis par le profil. Merci François. Donc, stabilité du CV par rapport aux besoins de l'entreprise, la concurrence par rapport à l'offre. Et une fois passé cette étape, ce que j'entends, c'est la notion de savoir-être. Parce que le savoir-faire, la compétence, l'adaptabilité du CV, donc le CV y répond en fait. Et une fois passé cette étape, au final, ce qui devient le plus important, c'est cette notion de savoir-être. Est-ce que tu pourrais définir cette notion de savoir-être auprès de notre public? Effectivement, sur le plan du savoir-être, en fait, si tu veux, donc on a parlé de toutes ces compétences, ce profilage, on va dire, hein. Donc le fait d'avoir défini un profil pour le recruteur, ça va le sécuriser dans son recrutement. Euh, Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des compétences techniques qui sont requises ou des compétences d'expérience. C'est-à-dire, donc, je vais, par exemple, bah, je sais que quelqu'un qui a fait telle école va être mieux qualifié, ou quelqu'un qui a tel diplôme va être mieux qualifié pour faire tel ou tel métier. Sur des métiers non qualifiés, on va peut-être regarder l'expérience. Par exemple, si je sais que je vais recruter quelqu'un qui a déjà fait des ménages, à ce moment-là, je suis sûr que cette personne aura quand même un savoir-faire pour faire du ménage. Et après, en fait, donc ça, c'est les compétences techniques, et on est très comparable. Chacun d'entre nous est très comparable sur les compétences techniques. Ce qui peut être vraiment différenciant, c'est le savoir-être, la manière de se présenter. Donc, par exemple, pour prendre un poste de vente, si je vais aller chercher un job, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur les vitrines de Franprix et Monoprix, maintenant, on commence à se déployer un QR code. Vous scannez le QR code et vous pouvez postuler avec votre téléphone à des postes de vente. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté récemment, et ça vaut aussi pour Louis Vuitton, c'est que les gens qui veulent vendre, qui veulent faire de la vente, qui n'ont pas nécessairement les qualifications requises, aiment bien être dans leur quartier ou, pardon, ou dans des adresses prestigieuses. Donc dans leur quartier, parce qu'ils n'ont pas envie de marcher de trop ou d'être trop loin de leur logement pour des raisons pratiques. Et dans des adresses prestigieuses, parce que comme ça, sur le CV, ils vont pouvoir dire j'ai travaillé dans le magasin de Louis Vuitton, avenue Montaigne. Voilà, donc c'est prestigieux. Donc, ou par exemple Abercrombie et Fitch sur les Champs-Élysées. Hein, donc Abercrombie et Fitch, c'est une enseigne qui est assez, on va dire, qui n'est pas super luxueuse, même si c'est très cher. Et néanmoins, si on a travaillé à une adresse prestigieuse, bah, ça va aider. Donc on peut, comme ça, aller avec un QR code, postuler. Et quand vous allez vous présenter dans le magasin, en fait, c'est votre attitude qui va faire la différence. Si vous voulez vous porter candidat en présentant un CV à un magasin qui est à côté de chez vous, eh bien en fait, c'est la manière d'être qui va vous distinguer de la plupart des autres personnes qui font cela. Donc bien sûr, on va regarder est-ce que cette personne est expérimentée, est-ce qu'elle a un diplôme de vente qui va m'intéresser.
Mais si jamais ça n'est pas un critère, l'élément distinctif, c'est le comportement. Et ça, bien sûr, l'éducation peut jouer, mais il y a aussi tout simplement ce qu'il y a en vous, en fait, la personne que vous êtes, le rayonnement que vous pouvez avoir, la positivité que vous pouvez dégager, qui peut compter. Et bien sûr, c'est exigeant, en fait, parce que vous allez envoyer des centaines de CV, et le recruteur, il va vous voir qu'une fois. Donc, au moment où vous vous présentez, au moment où vous allez, pour la énième fois, présenter un CV dans un magasin avec votre tête, et ben, en fait, il faut être au maximum de votre positivité. Et bien sûr, c'est exigeant parce que peut-être ce jour-là, vous avez plein de problèmes et vous n'avez pas d'argent et vous avez des problèmes avec vos enfants. Et tout ça, en fait, le recruteur ne doit pas le voir. Et c'est en cela que c'est très difficile, très exigeant. Et c'est pour ça justement que je voulais faire cette intervention, non pas pour vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme police ou caractère gras dans votre CV, mais plus pour être dans le vécu de la recherche d'emploi. Donc je peux partager quand même quelques trucs et astuces, Faten. Bien Et sûr, mais juste une petite ouais, parenthèse. Donc au final, ce que tu dis, c'est qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une première impression. Heu, exactement. donc pour résumer, et te laisser partager désormais les techniques et astuces. Alors prenez bien votre stylo ou si vous avez un ordi, notez bien, tout ce qui va être dit et révélé maintenant. Voilà, c'est vraiment des trucs et astuces qui viennent en complément de ce que peut vous donner une association, des missions locales pour l'emploi, Pôle emploi, etc. Ce sont des éléments qui viennent en complément de la manière dont les recruteurs réfléchissent, que je vous ai exposé. C'est que euh, vous devez regarder, en fait, puisque les recruteurs donc, ont défini des critères, il faut que vous fassiez votre recherche sur un marché que vous avez identifié, un marché de l'emploi que vous avez identifié par rapport à vos qualités propres, hein, comme je le disais. Donc, identifiez vos qualités propres, allez identifier le marché sur lequel vous pouvez agir, et ensuite, il faut effectuer des recherches d'une manière très systématique. Donc, par exemple, vous voulez arpenter une rue pour voir s'il n'y a pas des emplois dans les commerces de cette rue, eh bien, il faut être très systématique. La manière dont vous allez vous présenter, la manière dont vous avez formalisé votre CV, il faut bien le noter pour pouvoir être certain que vous allez en quelque sorte avoir un retour d'expérience. Donc, par exemple, présenter un CV dans un magasin, si vous, euh, euh, si vous sentez que la vendeuse ou la responsable du magasin vous fait un retour en disant tiens, votre CV il est intéressant, mais elle fait une ou deux remarques, il faut prendre en compte cette remarque pour pouvoir vous améliorer dans la présentation que vous ferez dans le prochain magasin. Pareil si vous cherchez sur Internet. La manière, les mots-clés que vous tapez dans Google vont vous donner des résultats. Ces résultats, soit ce sont des résultats qui vous conviennent, soit vous devez améliorer votre recherche, mais il faut le noter en fait. Parce qu'il y a des mots-clés qui vont marcher, il y a d'autres mots-clés qui ne vont pas marcher, il y a des associations de mots-clés qui vont marcher, et surtout, dans le temps, par exemple, votre recherche, vous allez la faire chaque semaine, donc toutes les semaines, il faudra reproduire les recherches qui fonctionnent, les recherches qui donnent des bons résultats. Et donc ça, il faut le noter. Donc ça veut dire que votre recherche, vous devez, peut-être avec un tableau Excel, si vous avez un ordinateur, ou un papier, si vous n'avez pas d'ordinateur, il faut noter la manière dont vous faites des recherches, les retours que ces recherches vous donnent. Est-ce que vous avez un bon feedback, hein, un bon retour? Est-ce que les personnes vous accueillent bien? Qu'est-ce qui a pu déplaire ou qu'est-ce qui a pu plaire et que malgré tout, ce n'est pas concluant parce qu'il n'y a pas d'emploi à ce moment-là? Et pareil pour ce qui est des recherches sur Internet, quels sont les mots-clés qui vont produire des résultats, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur Google. Ensuite, ça c'est plus sur Internet, hein, parce que c'est quand même malgré tout ce que je connais le mieux. Nous, on fait beaucoup de recherches, enfin on publie beaucoup d'offres sur Internet. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder le nombre de candidats. Vous savez, sur LinkedIn, pour ceux qui peuvent trouver des offres intéressantes sur LinkedIn, on vous indique le nombre de candidats pour une offre. Donc on vous dit, il y a déjà 50 personnes qui ont déjà postulé. Plus l'offre est récente,
moins il y a de personnes qui ont postulé, plus vous avez vos chances. Puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais faire une offre, je vais recevoir 300 candidats. Ben, en fait, je vais peut-être regarder 100%, les 100 premiers candidats. Donc plus l'offre est récente, plus vous avez des chances de postuler. Ensuite, il faut personnaliser votre candidature. Bien sûr, on vous le dit tout le temps, mais moi, je vous ai expliqué pourquoi, du point de vue du recruteur. Parce qu'en fait, chaque mot que j'ai mis dans l'annonce, c'est quelque chose auquel j'ai pensé en tant que recruteur. On a été en équipe, il y a un manager qui va me contacter, qui va me dire tu as un poste ouvert, j'ai un poste ouvert, pardon, je souhaiterais recruter telle et telle personne, et tous les deux, on va rechercher quel est le meilleur profil. Et puis après, on va écrire l'annonce. Tous les mots qui sont là ne sont pas par hasard. Donc si vous sentez que ça match, que ces mots-là collent, il faut les réutiliser dans votre CV ou dans votre lettre de motivation pour que ensuite le recruteur puisse se dire ah ouais tiens j'ai été compris, on m'a compris, cette personne-là parle mon vocabulaire. Donc vous voyez c'est très important de personnaliser votre candidature. Et je sais c'est épuisant, je dirais même Faten, c'est chiant pour, euh, pour être un Je petit peu. je suis d'accord avec toi parce que je vais me permettre de faire une parenthèse. Imaginons que je sois impatiente de trouver un emploi parce que j'en ai ras-le-bol de chercher, hein. Est-ce que je peux y aller au culot, me présenter à l'entreprise, me dire pendant une semaine, je toque à toutes les portes des entreprises, à toutes les portes des boutiques. Est-ce que pour toi, c'est une chose que enfin une action que tu recommanderais, que tu privilégierais, ou tu me dis, Faten, tu as beaucoup trop de culot, tu repars sur des méthodes traditionnelles. Comme je te le disais, je pense, comme je le disais précédemment, oui, je pense que c'est possible dans certains métiers d'aller toquer à la porte et de se présenter. Si vous avez confiance dans ce que vous apportez, il faut le faire. Simplement, ne reprochez pas aux personnes qui sont face à vous de ne pas vous accueillir avec un emploi et de vous faire commencer lundi prochain. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est une démarche qui fonctionne, d'aller déposer des CV dans les magasins. Oui, ça fonctionne. Dans le Monoprix qui est à côté de chez moi, il n'y a que des personnes à la caisse, que des personnes du quartier. Et ces personnes du quartier, elles n'ont pas envoyé un CV sur LinkedIn. Elles sont tout simplement venues candidater. Et je parlerai de la recherche dans équipe, puisqu'on verra en quoi ça peut aider. Parce que Oui. il y en a une qui est rentrée et qui a fait rentrer les autres. Donc après, il y a une connexion qui peut exister. Donc oui, ça fonctionne. Mais simplement, c'est dur, c'est exigeant. Il faut multiplier cette opération, comme je vous le disais, peut-être aller déposer des CV dans tous les magasins de toute une rue, la rue piétonne de la ville dans laquelle vous êtes. Et donc, c'est dur, c'est épuisant physiquement, c'est épuisant psychologiquement. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne le faites pas aujourd'hui, faites-le demain, parce que vous vous serez reposé. Mais il faut le faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pareil pour les CV que vous envoyez à distance. C'est très con ce que je vais dire, mais quand vous le rédigez, si vous êtes bien disposé, ça va se sentir dans le papier en quelque sorte. C'est un peu de la magie, et je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit à la magie, mais il y a un peu de cela parce que vous allez trouver les mots qu'il faut, vous allez être dans une disposition qui fait que vous allez donner une impulsion positive à cette candidature. Et oui, c'est le cas chez nous, hein, chez Louis Vuitton. Moi, je travaille avec les recruteurs pour augmenter ce taux, mais aujourd'hui, on répond à 68% des candidats. Ça veut dire que 32% des gens n'ont jamais de réponse. Et on est Louis Vuitton. Vous vous rendez compte, c'est horrible en fait. C'est nul. Et combien d'entreprises font cela? Et combien alors je ne parle pas des restaurants en ce moment, mais il y a plein d'entreprises où ils n'ont pas le temps de répondre. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. En fait, c'est ça qui est dramatique. Parce que vous allez peut-être candidater 100 fois, vous allez peut-être recevoir 40 réponses, vous allez peut-être avoir 30 réponses négatives, vous allez peut-être avoir 10 entretiens, et vous allez peut-être avoir un job sur ces entretiens-là, sur ces 100, et quand je dis ça, c'est peut-être 500. Et à chaque fois, vous ne pouvez pas en vouloir aux gens qui sont face à vous.
parce que eux font partie des gens qui ont donné du travail à 80% ou 90% de la population active. Et donc, ils ont donné la chance à quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de motivation inépuisable qu'il faut trouver. Et je sais que c'est difficile, et je l'ai fait, comme vous, il y a 25 ans. Donc c'est facile pour moi aujourd'hui de dire, il faut le faire. Mais croyez-moi, je l'ai vécu il y a 25 ans, et ça marche, puisque j'ai trouvé finalement un travail. Donc il faut trouver de la ressource en soi pour arriver à personnaliser à chaque fois la candidature. Si vous avez une touche par téléphone ou par email, ou même si vous allez dans un magasin pour déposer un CV ou au siège d'une entreprise, verrouillez le contact. Si vous avez un premier contact, il faut verrouiller le contact pour savoir quand est-ce que je pourrais vous rappeler, à quel moment je pourrais revenir, quand pensez-vous qu'il y aura une opportunité, pour que vous ayez une échéance. Et là, de nouveau, après, avec votre tableau, notez cette échéance. J'ai contacté, je suis allé à l'accueil de telle entreprise, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'offre actuellement, je vais pouvoir revenir à telle date, et à telle date, vous les recontactez. Vous montrez au travers de ça le sérieux de votre personnalité. Vous montrez en fait que vous êtes capable de suivre un projet dans le temps. Et ça va compter. Et ce faisant, même si vous n'avez pas d'opportunité, et je vais même vous dire, si vous trouvez un emploi, toutes les personnes que vous avez contactées dans le passé, vous devez les recontacter en leur disant, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez offert, j'ai trouvé un emploi à tel endroit, et donc je ne vous recontacterai plus, mais merci pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Vous voyez, dans le temps, en fait, les choses comptent. Vous construisez une relation, et ce faisant, vous construisez un réseau, et vous permettez à des gens de penser à vous demain. Et pareil pour l'entretien, tout ça se prépare, la candidature se prépare, elle est personnalisée. Et si vous avez un entretien avec quelqu'un, vous devez préparer cet entretien en pensant à la personne. Et j'ai un dernier truc que utilisent les recruteurs Faten avant de terminer, parce que je vois il est déjà 47 et je pense qu'on a l'opportunité d'échanger, de répondre à des questions. Il y a quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui n'est pas souvent révélé par les associations qui peuvent aider à la formaliser des CV. C'est une manière de présenter votre expérience ou, si vous n'avez pas d'expérience, les hypothèses que vous pourriez mettre en place pour réaliser quelque chose. En fait, c'est ce qu'on appelle le, le, le modèle pardon, le modèle de compétences par la réalisation. En fait, pour chacune de vos réalisations, euh, par exemple, quand vous avez eu une expérience, que ce soit une expérience personnelle ou une expérience professionnelle, qui peut être utile pour valoriser votre profil dans la recherche d'emploi, votre expérience, vous devez l'expliquer par la situation, l'enjeu, la situation dans laquelle vous êtes, vous étiez, l'enjeu qui se présente, l'action que vous proposez ou que vous avez mise en place et le résultat que ça a amené. Donc, par exemple, ça peut peut-être être ce qu'on a fait Faten. On avait donc ce webinaire à organiser. On a travaillé. Donc l'enjeu en fait, c'était d'arriver à vous mobiliser autour d'un sujet qui vous touche pour votre recherche d'emploi et que je sois suffisamment compétent, capable d'apporter des conseils pertinents pour pas être juste dans des banalités en fait. Donc, notre action, on s'est réunis avec Faten, euh, on a travaillé ensemble par email et par téléphone pour essayer de trouver la manière de présenter cette conférence. Et j'ai fait une proposition à Faten sur des trucs et astuces dont on a parlé. Et Faten a mis en forme cette conférence avec le sujet tel qu'il a été défini sur les affiches que vous avez pu voir soit par Internet,
soit sur les murs de la communauté d'agglomération. Donc, on avait un enjeu qui était à la fois de vous satisfaire, de vous donner des conseils, et en même temps de le faire avec mon niveau de compétence. On a fait une action qui était de se réunir pour préparer ce webinaire et de trouver la manière de présenter les choses pour que ce soit efficace. Et le résultat, bah, c'est le webinaire. Et toutes vos expériences, vous pouvez les travailler de cette manière. Et cette manière de faire, euh, qui répond à la question, en fait, qu'avez-vous fait ou que feriez-vous si vous étiez dans telle situation, ça permet à un recruteur de se dire, cette personne, elle a réfléchi à la manière dont elle travaille, et donc je pense qu'elle pourrait être un professionnel qui non seulement va bien faire les choses quand je vais lui demander, mais aussi va peut-être prendre de l'autonomie, être un peu à l'initiative. Voilà pour ce qui est des trucs et astuces. J'espère que j'ai pas été trop long. Alors, non, tu as été très bien. Après, c'est pas moi qui évalue, hein, ce sont les internautes. Euh, on a encore 2 derniers points avant de passer aux questions-réponses. L'un des points que je voudrais évoquer avec toi, c'est que tu parlais tout à l'heure, tu as sorti le mot réseau. Que penses-tu de il n'y a pas de petit réseau? C'est-à-dire, mon voisin peut être, indépendamment des miens, peut être source d'opportunités. Que penses-tu justement de il n'y a pas de petit réseau? Ouais, je suis parfaitement d'accord. En fait, quand vous allez parler de votre recherche d'emploi autour de vous, si vous voulez, en fait, euh, quand on recherche un emploi, c'est un peu comme une maladie. Donc les gens, ils ont un peu peur. Hein, ça fait peur, en fait, les gens qui n'ont pas d'activité et qui sont en recherche d'emploi. On a peur d'eux parce que c'est un peu comme si c'était contagieux, on allait choper la maladie nous aussi. Donc, ça fait un peu peur et c'est difficile d'en parler à son réseau. Les plus jeunes d'entre nous, aujourd'hui, en plus, ils ont la pression de leurs parents. Alors, tu as trouvé un job, tu t'en es où de ta recherche d'emploi? Et donc, on a la pression, en fait. Donc, nous, les adultes, on va dire les plus âgés, on a la pression parce que, il faut trouver à manger, il faut nourrir notre famille, il faut payer le loyer. Et les plus jeunes qui vivent chez les parents, il y a la pression de est-ce que tu vas réussir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc en fait, on est tous sous pression. Donc notre entourage, c'est soit un entourage de défiance, hein, et on va me refiler la maladie de la recherche d'emploi, soit un entourage qui nous met la pression, c'est très pesant. Donc on peut le voir d'une manière négative. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est que cet entourage, en fait, c'est un peu comme le réseau social, c'est un ensemble de connexions. Et ces connexions, les unes aux autres, bah, au bout du compte, c'est aussi des opportunités de rechercher un emploi. Et en fait, tout ce travail que l'on fait au travers de la recherche d'emploi, ce travail individuel, solitaire même, de recherche d'emploi, il est rendu difficile si on ne voit le réseau que comme un ennemi en quelque sorte, ou en tout cas pas comme un allié. Donc votre réseau, en fait, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Premièrement, il y a plein de gens qui sont ravis de donner des conseils. Regardez-moi là, aujourd'hui, je suis là avec vous et je vais passer 2 heures à donner des conseils. Je ne suis pas payé, je ne suis pas adhérent du Parti socialiste, j'habite même pas à Val de à Hyères ou je sais pas d'ailleurs les communes de l'Essonne dans lesquelles que vous habitez. Et je suis très content de pouvoir partager avec vous quelque chose. Alors parce que ça va flatter mon ego, parce que je me dis ah je suis très intéressant comme personne. Bon, en réalité, bon, j'ai pas trop cette démarche-là, mais la plupart des gens ont cette démarche. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est demander des conseils aux autres. Demander autour de vous, non pas un emploi, mais comment eux feraient. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme conseil? Et au travers de ça, ils vont vous donner des conseils pratiques, du genre, ah ben moi, tiens, je ferai des lettres de motivation. Je vous ai pas dit d'ailleurs que quand on demande une lettre de motivation, c'est horrible la lettre de motivation, personne n'a envie de faire des lettres de motivation. Mais sachez que Indeed, qui est une plateforme sur laquelle on trouve des offres d'emploi, Indeed reçoit 60% de candidatures en moins quand il y a une lettre de motivation. Donc si vous vous sentez de faire une lettre de motivation, bah, vous avez plus de chances auprès des recruteurs qui vous demandent des lettres de motivation. Et effectivement, juste pour terminer sur la lettre de motivation,
C'est culturel, hein. Une entreprise qui demande une lettre de motivation, même si nous, on n'aime pas rédiger des lettres de motivation, elle a besoin de ça pour recruter et il faut respecter ça. Mais bref, pour en revenir au réseau, votre réseau, d'abord, donc si vous leur demandez des conseils, des recommandations sur la manière de faire votre recherche, ils seront peut-être plus réceptifs. Ils auront peut-être moins peur d'attraper la maladie de la recherche d'emploi, et donc ils seront plus à votre écoute. Et ce faisant, peut-être qu'ils vont vous dire ah ouais, mais tiens, je sais qu'il y a une entreprise de plomberie artisanale qui n'a pas de secrétaire. Peut-être que tu pourrais aller les voir et demander s'il y a un job. Et ce faisant, bah, vous avez l'opportunité de donner un CV. C'est une opportunité de plus. Donc le réseau, il faut l'utiliser pour demander des conseils. Et ce faisant, vous allez peut-être créer l'opportunité d'accéder à des potentiels besoins de recrutement. Et puis, il y a une autre manière de le faire, donc ça c'est par rapport notamment à la famille. Votre famille, elle est là, elle vous met la pression, effectivement. Est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu n'as pas trouvé? Donc c'est difficile à vivre, et notamment pour les plus jeunes d'entre nous. Ce que vous avez l'opportunité de Ah, faire, moi, je suis dessus. si vous avez, Plus tard. si vous avez la possibilité d'avoir d'autres personnes qui recherchent des emplois comme vous, c'est de travailler en équipe. En fait, ça, c'est quelque chose que les missions d'emploi ou Pôle emploi ne vous disent peut-être pas, mais ce faisant, en fait, vous créez des opportunités pour vous-même et pour les autres. Travailler en équipe, ça va peut-être vous amener, si vous êtes juste en train de sortir de l'école, vous allez peut-être avoir des camarades de votre école ou de votre BTS ou de je ne sais pas quel établissement d'enseignement qui vont chercher en même temps que vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est de chercher en équipe. Bien sûr, vous allez être en concurrence sur une même offre d'emploi, vous allez trouver la même opportunité, vous allez envoyer tous les deux des candidatures simultanées, bien sûr. Mais ce que vous vous donnez comme opportunité, c'est déjà mieux, plus facilement identifier ce qui fait votre singularité, pour en revenir à ce qu'on disait au début. Votre singularité, c'est difficile de savoir soi-même ce qui nous rend différents des autres. En revanche, quelqu'un d'autre peut vous dire ah, bah toi, tu es plus comme ça, toi, tu es vraiment énergétique, ah, toi, tu es trop cool, bah toi, t'es pas quelqu'un qui, justement, va être un bout en train, mais tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un de solide, on peut compter sur toi. Voilà, tous ces éléments-là font que on a, en portant le regard sur quelqu'un d'autre, plus de facilité à trouver des qualités et des défauts ou des axes d'amélioration auprès d'une personne. Ce que vous devez faire, c'est accentuer les points forts, ce qui vous caractérise, et ça, c'est plus facile à faire en équipe. Et puis après, c'est vrai que vous pouvez être concurrent sur une même offre d'emploi, et bien tant mieux. Et s'il y en a un des deux qui a l'emploi, ben, je vous garantis que ça va être une opportunité pour l'autre d'accéder à plus d'opportunités d'emploi par la suite. Parce que quelqu'un, comme je le disais dans le magasin Monoprix qui est à côté de chez moi, quelqu'un qui a trouvé une opportunité, qui va être embauché, ben, nécessairement elle va en parler à ses amis. Et entre elles, elles vont s'entraider pour bénéficier d'autres offres d'emploi quand des opportunités vont se créer. Voilà pourquoi il est utile de travailler en équipe. Donc prenez des gens que vous aimez autour de vous et qui ne vous mettent pas la pression pour vous dire, comme vos parents, est-ce que tu as réussi et où t'en es, mais des gens qui vont vraiment vous aider, qui peut-être même ont des profils similaires, qui peut-être vont être en concurrence avec vous sur certains jobs, mais avec qui avant tout vous allez faire équipe pour enrichir votre manière d'être. Et au moment où vous aurez un down, vous n'en pourrez plus, vous serez déprimé parce que vous aurez déjà envoyé plein de CV, bah, cette personne-là sera à vos côtés et elle va vous rebooster. Ou alors, bah, peut-être que vous allez, alors en ce moment c'est plus difficile, mais peut-être que vous allez les faire la fête, décompresser, vous promener, jouer, faire autre chose, prendre 2-3 jours, souffler ensemble et vous remettre à rechercher par la suite. Voilà pourquoi c'est intéressant d'être en équipe. Mais là, j'ai largement débordé, ça fait quasiment une Oui, heure. je te remercie. Je te Je t'en prie. remercie. Bon, pour résumer, chercher un travail est un vrai travail. Ouais, c'est un vrai job. Tu vois, c'est un vrai job. Mm. Euh,
Mille merci, François. Moi, je vous invite à mettre sur le chat, enfin, publier sur le chat vos questions. Moi, j'en ai déjà quelques-unes qui me sont parvenues, que je vais te poser. Je te laisse boire peut-être un verre d'eau. Oui, merci. Et n'hésitez pas à publier vos questions sur le chat que je pourrais communiquer à François Rouban, notre invité ce jour. Donc, bon, première question. Je remercie Laure Conan-Berger qui est là, qui nous a synthétisé l'ensemble des questions. Alors, être inscrit sur tous les réseaux, c'est vrai que tu as évoqué à la fois les aspects positifs et quelques aspects négatifs, mais là, j'ai vraiment une question qui est plutôt orientée négativement. Être inscrit sur tous les réseaux peut-il me nuire? Alors en fait, je pense que c'est plus. Moi, je crois pas. Je crois pas. Aujourd'hui, les réseaux, c'est une faculté. Euh, les plus jeunes d'entre nous qui sont sur tous les réseaux, vous Mhm. avez des opportunités de job supplémentaires. Après, c'est ce qu'on met sur le réseau qui peut être, disons, disqualifiant, on va dire, pour un job. Donc, c'est ce que vous allez publier. Ça n'empêche pas de publier des jolies photos de soi où on se met en avant, on s'expose. Aujourd'hui, c'est une question générationnelle. Bon, maintenant, c'est normal de le faire. En Mhm. revanche, il faut que ce soit de qualité, en fait, et il faut que ça montre une image qui soit valorisante de vous. Euh, pour ça, le fait de multiplier les réseaux n'est pas gênant. C'est plus le contenu qu'on va publier qui peut être gênant. Ouais. D'accord. Ensuite, comment mettre en valeur mon CV sur les sites de recherche? Tu l'as bien abordé tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En fait, sur les sites comme Indeed, LinkedIn, tous les job boards, hein, ce qu'on appelle les job boards, donc les sites où il va y avoir beaucoup d'annonces qui sont agglomérées. Donc LinkedIn, c'est un vrai réseau social, hein, c'est un peu comme Instagram ou Facebook. J'ai une fiche et j'ai un réseau. Donc cette fiche qui est mon CV, ben, en fait, elle comporte différentes rubriques qu'il faut toutes compléter. Il y a notamment un résumé, et c'est ce résumé en fait que vous pouvez en équipe arriver à compléter pour mettre quelques points saillants de votre personnalité. Donc il y a toutes les compétences techniques qui sont une chose, et puis il y a les compétences comportementales. Je vous invite à regarder mon CV, hein, c'est mon prénom, mon nom, donc Francois Rouhban. Et donc vous regardez mon CV, vous allez voir, donc il y a toute la partie expérience. Donc ça, suivant votre profil, vous pouvez avoir plus ou moins d'expérience. Ne mentez pas. Il y a une manière de présenter les choses qui est plus ou moins valorisante, mais c'est pas la peine d'exagérer en fait. Quand on n'a pas d'expérience, bah, on n'a pas d'expérience, point. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une personne. En revanche, ce que vous pouvez mettre en avant dans la partie résumé, il y a un petit carré résumé, où là, vous allez mettre en avant une petite phrase qui dit un peu quelque chose de vous. Comme on le fait d'ailleurs sur Tinder pour parler d'un tout autre environnement, hein. Quand on a un profil Tinder, on met un petit résumé, on met des photos valorisantes. Donc il faut faire la même chose sur LinkedIn, Indeed, etc. Mettre en valeur vos compétences techniques. Et les compétences techniques ne sont pas des compétences uniquement professionnelles. Vous avez peut-être dans votre vie personnelle développé des compétences dans une association, par exemple. Et puis enfin, mettre en avant votre savoir-être. Donc, ce qui fait votre personnalité, le fait que justement vous aimez faire les choses rapidement, vous prenez votre temps pour décider, etc. Donc, c'est ce qu'il faut faire, donc mettre ça en avant. Et ensuite, utiliser toutes les fonctionnalités des job boards, comme par exemple Indeed, moi j'aime beaucoup, pour arriver à avoir des filtres qui vous permettent d'avoir des offres d'emploi qui correspondent à votre profil. J'ai bien répondu ou Non, tu as bien répondu. Encore des questions. Comment captiver l'attention d'un recruteur? Tu as répondu hein, déjà, mais est-ce que tu as je, encore des choses à rajouter? Pas vraiment en fait, mais je vais redire ce que j'ai dit précédemment, effectivement, c'est en répondant à ses attentes.
Et ces attentes, elles sont exprimées dans l'offre qui a été rédigée. Mmh. Vous pouvez aussi, par exemple, nous, on rencontre des candidats qui ne sont jamais allés dans un magasin Vuitton. C'est quand même un problème quand on veut travailler chez Vuitton de ne pas aller dans le magasin Vuitton. Donc, si vous voulez travailler dans une entreprise de service qui fait des ménages, par exemple, si vous connaissez des personnes qui travaillent dans cette même entreprise, il faut essayer de comprendre ce que elles vivent en tant que collaborateurs. Si vous avez la possibilité, allez sur le site web de l'entreprise. L'entreprise dit quelque chose au travers de son site web. Si vous allez sur Nike, donc les vêtements de sport, ça n'est pas la même chose que Netflix, ça n'est pas la même chose que H&M, ça n'est pas la même chose que Zara, ça n'est pas la même chose que O2. Ces entreprises-là ont une culture et dans leur site web, vous allez voir des mots-clés, une manière de présenter leurs activités, qui vont vous dire ce que vous devez faire pour leur plaire. Merci François. C'est un vrai travail de Sherlock Holmes. Je vais te poser 2 questions d'un coup. Doit-on rendre visible en intégralité les profils? Et du fait du contexte actuel, beaucoup d'entretiens se passent en visio, quels conseils donnerais-tu? Alors, on parle de donc les profils, donc sur LinkedIn, tout est public. Hein, les profils professionnels, il faut les exposer de manière publique. Sur les réseaux sociaux personnels, moi je trouve que c'est pas pertinent de partager, enfin si vous voulez être libre d'animer votre réseau, c'est pas pertinent de mettre tout en public. En revanche, vous pouvez y penser au fur et à mesure des publications que vous faites, mettre certaines publications publiques et d'autres publications privées. Vous voyez, ça c'est des choses que moi, un vieux papy de 50 ans, je ne fais pas naturellement. Mais les plus jeunes que je fréquente, hein, moi je fréquente tout un groupe de personnes qui ont entre 20 et 25 ans, et c'est génial, quoi. Je suis épaté de voir la facilité avec laquelle ils ont de manipuler tous ces réseaux sociaux. Donc oui, vous pouvez exposer publiquement certaines choses. Par exemple, ce que je fais sur Facebook, donc moi j'écris des articles dans LinkedIn. Ces articles dans LinkedIn, sur le domaine professionnel sur lequel j'interviens, sont publics. Et puis, je publie l'article sur Facebook et il va rentrer dans ma story. L'article est public. En revanche, tout ce que je fais sur Facebook, enfin, je fais pas grand-chose hein, pour dire la vérité, mais tout ce que je fais sur Facebook est privé. Mais quand je publie un article LinkedIn sur Facebook, bah là, je le mets en public. Comme ça, je sais que les gens qui ne me connaissent pas, mais qui voudraient voir mon profil, peuvent voir ces articles et donc ça me permet de valoriser mon profil professionnel. Voilà. Et enfin, le dernier truc un peu ultime, c'est si vous avez plusieurs personnalités, peut-être il faut plusieurs comptes. Par exemple, il y a des personnes, là encore, que je connais qui sont drag queens, et donc ils ont un profil personnel en tant que personne, ils ont un profil de drag queen, ils font de l'entertainment, hein, donc c'est des professionnels qui font des spectacles en tant que drag queen. Et donc ce profil-là leur sert à gagner des contrats sur Instagram ou sur Facebook. Merci. Dois-je mettre une photo de profil sur les réseaux professionnels ou cela peut-il me desservir? Alors, je vais vous le dire à titre personnel, quand je vois un profil, quelqu'un qui me contacte et qui n'a pas de photo, je l'ignore. Voilà, je pense qu'il faut, et pareil pour les visios, il faut mettre sa caméra, en fait, c'est plus convivial. Ayez confiance dans ce que vous êtes. Vous ne vous trouvez pas beau, vous avez peur de la discrimination. Si les gens vous discriminent, c'est des connards. Donc, vous n'avez pas à travailler pour ces gens-là. Soyez tranquille. Et si vous ne vous estimez pas beau, il y a quand même quelqu'un autour de vous qui vous aime, avec qui vous êtes peut-être en couple, et qui a reconnu en vous une part de beauté. Donc, laissez tomber tous ces critères. On vit dans un monde digital, on vit dans un monde ouvert, on vit dans un monde de plus en plus égalitaire. En tout cas, en France, on a cette chance d'être dans une société ouverte. Faisons confiance à cette société. Exposons-nous. Ne nous exposons pas n'importe comment. Donc, j'en reviens au contenu Instagram. C'est pas la peine d'être à poil, ivre, sous une table, dans des photos. Bien entendu, le recruteur, il va se poser des questions quand même. Mais il faut aussi vous faire confiance. Ce que vous avez est unique. On est tous uniques et on a tous quelque chose à donner. Donc,
Il faut exposer cette part de nous, le visage, parler, même avec son accent. Voilà. Si en face de vous, vous avez des gens qui sont suffisamment médiocres pour trouver que votre accent, ça va pas, que votre peau, ça va pas, vous n'avez pas à travailler pour ces gens-là. C'est vrai. Donc, tu y as répondu. Donc, les recruteurs consultent-ils les réseaux sociaux avant de sélectionner un candidat? Tu y as parfaitement répondu. Un recruteur peut-il se servir de ce que je note sur les réseaux sociaux lors d'un entretien? Parce que, en fait, finalement, donc publier des choses sur les réseaux sociaux, c'est un fait. Les recruteurs regardent, mais après, est-ce qu'ils vont jusqu'à regarder les commentaires on peut publier sur ces mêmes réseaux? Alors, je vous ai dit qu'on recevait, en tout cas chez Louis Vuitton, 300 candidatures pour un poste. On examine, et d'ailleurs c'est un problème chez nous, on veut examiner 100% des candidats, et les recruteurs n'ont pas le temps d'examiner 100% des candidatures. Donc c'est là que les entreprises comme la nôtre font appel à des robots pour examiner les CV avec des mots-clés, vous savez, de l'intelligence artificielle. Donc chez LVMH, dans son ensemble, hein, tout le groupe LVMH, Louis Vuitton, mais aussi Kenzo, Fendi, etc. Donc dans toutes ces entreprises-là, on ne veut pas que la décision de recrutement soit le résultat d'un robot. Par contre, le tri des CV peut être fait par une intelligence artificielle, et ça se fait de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de tout examiner. Donc très honnêtement, on va aller sur un réseau social quand on va avoir un doute. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, 300 candidats, peut-être je vais humainement examiner 100, peut-être je vais trouver 10, et c'est sur ces 10 en fait que je vais vraiment travailler en profondeur. Et donc là, par exemple, on va travailler en équipe, hein, donc avec le directeur du magasin et la responsable du recrutement de la direction des ressources humaines, et puis peut-être encore un autre cadre du magasin, si c'est un grand magasin. Et on va dire, bah, sur ces 10 candidats, on travaille en équipe parce que ça limite les biais de discrimination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être que si je suis seul, je ne vais pas voir certaines choses. Les biais de discrimination, si vous voulez, c'est un fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Hein, quand je regarde une personne, je vais dire c'est une femme ou c'est un homme. Et ça, c'est mon cerveau parce que le premier réflexe du cerveau, c'est de catégoriser. Il va regarder par rapport à des critères de son passé, de ce qu'il a vécu dans le passé, comment qualifier une personne. Donc on va dire, c'est une femme, elle est noire, elle a 50 ans, etc. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. En revanche, ce qu'on peut empêcher, c'est de dire, je ne la recrute pas pour ces critères-là. Voyez. Et donc à ce moment-là, en fait, nous, ce qu'on fait dans la plupart des grandes entreprises désormais, on travaille en équipe. Et on dit, attention, là, tu es en train d'avoir un biais. Fais attention. Donc ce travail en équipe fait que quand on a nos 10 candidats, on va peut-être effectivement aller sur le réseau social en se disant, je sais pas, cette personne-là, elle a tous les critères, toutes les compétences techniques, elle a les diplômes, etc. Mais pendant l'entretien, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné dans son comportement, j'ai eu un doute. Et là, à ce moment-là, on va aller sur les réseaux sociaux. Mais voyez, c'est ultime, c'est tout à la fin du processus. Donc, il ne faut pas non plus prendre cette question des réseaux sociaux comme quelque chose de vraiment très, très, très important. Il ne faut pas que ça soit un vecteur de rejet. Donc, vous pouvez avoir de l'activité sur les réseaux sociaux, il faut juste être attentif à ce que les contenus publics ne soient pas des contenus qui vont vous disqualifier dans votre recherche d'emploi. Et vous disqualifier, c'est pas montrer que vous faites des photos de mode, c'est montrer quelque chose qui pourrait laisser à penser que vous êtes une personne qui ne peut pas être professionnelle. Vous voyez, le recruteur, il va pas regarder si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Il va regarder si vous pouvez être un bon ou un mauvais professionnel dans son entreprise. Voilà. Merci François. Des questions d'Aline Larocque, qui représente la Maison de l'Emploi de Draveil. Donc là, je vais te les poser en vrac, hein, parce que Ouais. je reçois plein de questions. Alors, une candidature sera-t-elle examinée si juste un CV a été envoyé pour candidater? Parce que souvent, les demandeurs d'emploi ne savent pas faire
une lettre de motivation et envoient seulement leur CV. Est-ce légal de demander une photo? Et concernant les CV anonymes, est-ce une pratique vraiment répandue? Alors les CV anonymes, bon, c'est pas vraiment répandu. En fait, vous savez, derrière un recruteur, comme je vous le disais, donc souvent, déjà maintenant dans les grandes entreprises, il y a une équipe. Quand il n'y a pas d'équipe, c'est que c'est une petite structure, ça peut être peut-être un magasin, mais même dans le Monoprix d'à côté, on va faire un travail d'équipe pour arriver à recruter des candidats. Pardon, hein, je me déplace parce que je rebranche mon ordinateur. J'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je n'ai pas prévu assez Ne de pas le batterie. faire le jour d'un entretien, en fait, en Vous voyez, visio. je suis pas une personne parfaite et vous en avez la preuve à l'instant. Bref, donc effectivement, donc le recruteur, ce sont des professionnels, c'est une équipe, euh, mais ce sont des humains qui peuvent faire des erreurs dans les opérations de recrutement. Néanmoins, il y a la démarche, elle est construite et c'est un métier. Il y a des gens qui sont formés au recrutement. Et donc, suivant la culture de l'entreprise, on va demander dans tous les cas un CV, bien sûr, parce qu'il faut bien quand même une manifestation tangible de votre profil. Et la lettre de motivation, ça peut venir en plus. Comme je vous le disais, Indeed prétend que les postes qui demandent une lettre de motivation reçoivent 60% de candidatures en moins. C'est une vraie corvée, il faut bien le dire, de rédiger une lettre de motivation, c'est ennuyeux, c'est une corvée. Mais néanmoins, si l'entreprise le demande, ça veut dire que dans sa culture, ils l'utilisent, ils en ont besoin pour arriver à percevoir certaines qualités des profils. Donc, il faut le faire, hein, si c'est demandé, il faut le faire. Parce qu'en fait, en gros, vous êtes en train de dire aux recruteurs que vous ne répondez pas à ses attentes. Et c'est de ce dont on a parlé auparavant. Après, pour ce qui est d'être légal pour la demande de photos, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Nous, on va regarder, par exemple, ce qu'on fait pour les vendeurs maintenant, chez Vuitton, c'est qu'on fait des vidéos interviews. On va avoir un certain nombre de questions qui sont posées via la vidéo et le candidat répond via la vidéo. Et cette vidéo, une fois enregistrée, elle va être donnée au manager et il va examiner la vidéo pour voir si ça colle. Parce qu'en fait, on est dans des compétences comportementales très fortes et c'est vrai que le look va compter, euh, mais c'est relatif. Voilà. En revanche, je ne sais pas si c'est légal, il faudra vérifier par la suite, peut-être, Faten, Oui, de demander une photo ou pas. Je crois pas. moi non plus, mais bon. Ouais. Alors en fait, là j'ai une question maintenant de Véronique qui, qui parle de l'âge. Passé 50 ans, il est difficile de chercher, trouver. Avez-vous un conseil? Et parle plus de Tinder, s'il te plaît, parce que sinon ils vont tous aller chercher s'il y a des offres d'emploi sur Tinder. Non, mais je trouve que Tinder, c'est quand même un exemple de fonctionnement du matching, en fait. Et donc, la recherche d'emploi, c'est aussi du matching. Pour ce qui est des profils seniors, effectivement, on a un vrai problème en France, notamment sur ces profils, parce que on estime que ces personnes-là n'ont plus rien à donner, en quelque sorte. Or, j'ai 51 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, et moi, j'ai devant moi encore 15 ans d'activité parce qu'il faut que je parte le plus tard possible si je veux avoir ma retraite à taux plein. Et, euh, et je ne crois pas être moins valable qu'une personne jeune. Maintenant, comment arriver à se distinguer? Je pense que c'est sur le plan justement de l'expérience. Donc ça doit nous amener à cibler d'autres types de postes. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est que euh, en fait on a un gros marché des jeunes diplômés en France, bien sûr. Donc tous les gens qui sortent de l'école vont arriver sur le marché et dans les boîtes, on va faire appel aux jeunes diplômés. Ensuite,
il y a ce qu'on appelle les jeunes actifs, qui vont être un autre marché important. Donc, ce sont les gens qui commencent à avoir plus de 5 ans d'expérience et qui sont un marché important. Et au-delà de ça, on va passer à des recrutements plus pointus sur des profils qui ont une douzaine d'années d'expérience. Et ces profils-là, soit c'est des profils qu'on va rechercher dans les réseaux sociaux. Vous voyez, en fait, en gros, sur des métiers non qualifiés, il faut dire ce qui est, on ne va pas chercher l'expérience. Sur des métiers qualifiés, on va rechercher une expérience. Dans ce cas-là, c'est plutôt des profils de cadre qu'on va aller chercher. Et donc, c'est plutôt sur LinkedIn que l'on va trouver des emplois pour des personnes qui ont une douzaine d'années d'expérience, une dizaine d'années d'expérience. Donc, plus on avance dans le temps, plus on a de marché de l'emploi pour des personnes qualifiées. Et moins on a de possibilités de trouver des emplois pour les personnes moins qualifiées. Donc c'est un vrai sujet. Ce qu'il faut arriver parce que les employeurs ont le prisme, ils laissent croire que, enfin ils pensent que le fait de recruter quelqu'un de jeune sur un emploi non qualifié, ça va lui permettre de bien le former, de le rendre malléable et de s'assurer en fait qu'il va vraiment coller à la manière de faire et à la culture de l'entreprise. Donc je dirais que si on est senior et qu'on est peu qualifié, on se retrouve en concurrence avec ces gens-là. Donc ce qu'il faut mettre en avant, c'est justement cette capacité de souplesse, cette capacité d'adaptation à la politique de l'entreprise, à la manière de faire de l'entreprise, à la manière de travailler de l'entreprise. Donc cette souplesse-là, elle va nous aligner, mettre à niveau des plus jeunes qui n'ont pas le même niveau de qualification. Et il faut ajouter à ça le niveau d'expérience qui va aussi vous permettre de répondre à des situations de crise, de répondre à de l'inconnu. Et à ce moment-là, vous êtes plus fort qu'un plus jeune, puisque vous avez la souplesse, l'adaptabilité du plus jeune, et vous avez également la seniorité qui fait que vous allez pouvoir répondre à de l'inconnu et donc donner de l'autonomie à votre fonction, à votre poste. Et le manager qui vous encadrera, il vous sera un peu plus autonome. Donc ça, c'est une faculté. Puis le dernier point, c'est la rémunération. Bien sûr, plus on est senior, plus on a besoin d'une rémunération élevée, puisqu'on a eu un parcours de rémunération normalement qui est plus élevé. Et face à des plus juniors, il faut accepter d'avoir un niveau de rémunération moins fort. Merci François. Alors, on a Valentin qui cherche à trouver un CDD et pas un CDI, et il le dit clairement, j'ai du mal à trouver. Et donc, on sait dans quel secteur? Alors Valentin, est-ce que vous pourriez préciser dans quel secteur, de manière à pouvoir affiner la réponse? Et entre-temps, je pose une autre question. Natacha, visiblement, je pense qu'elle est étudiante. Comment les étudiants peuvent-ils trouver un emploi en cette pandémie? Je reviens à ce que je disais au début de mon intervention sur la singularité. On est effectivement dans un contexte de pandémie, et ce qui peut résulter de ce contexte, c'est la longueur de votre recherche. Mais vous allez trouver. Encore une fois, parce que c'est du 80-20, 80% des gens qui cherchent un emploi vont le trouver en fait. Donc là, le problème, c'est de tenir sur la longueur. C'est pas de trouver un emploi en fait. C'est pas de ne pas de désespérer de votre manière de faire. Si vous faites bien les choses, si vous tenez sur la longueur, ça va marcher. Vous allez sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Maintenant, c'est vrai que voilà, le contexte, il est réellement difficile. Mais ça n'est qu'un élément de contexte. Et il y a des entreprises qui recrutent. Donc, il y a une émission de BFM, je crois, le midi, où ils invitent BFM TV, pas BFM Business ou la radio, BFM TV, où ils invitent des gens, des chefs d'entreprise qui recrutent. Comme je vous le disais, il y a une entreprise qui s'appelle La Grande Serre, qui recrute 15 jardiniers dans les prochains, là en ce moment en fait. Ce sont des personnes qui sont non diplômées parce que
enfin, ils vont regarder avant tout la personnalité, la manière d'être avec le client. Ils ont des questions clés qui leur permettent de qualifier votre profil et ils vont permettre à des personnes non diplômées de trouver un emploi. Pour les personnes qui sont diplômées, là, effectivement, je pense qu'il faut tenir sur la longueur parce qu'il ne faut pas dévaloriser votre diplôme. Vous avez un diplôme, il n'y a peut-être pas d'embauche en ce moment sur le secteur sur lequel vous êtes, mais normalement, il y a un marché de l'emploi et ça devrait se redémarrer. Hein. Et je pense même, par exemple, dans la restauration, on va avoir des tensions très fortes parce que on dit qu'il y a 20 à 25% des restaurants qui ne vont pas rouvrir, hein, donc qui vont faire faillite. Mais les restaurants qui vont rouvrir, eux, vont certainement être confrontés à une augmentation de leur activité parce que la clientèle, elle est là. On a tous épargné, on est tous en train d'attendre le moment où on va pouvoir retourner au restaurant. Et il va y avoir une forme de pic d'activité parce qu'on va tous retourner au restaurant alors qu'il y aura moins d'offres de restaurants. Donc, il y aura certainement une tension sur le marché de la restauration. Ces restaurants, ils vont embaucher. Donc, ils vont embaucher les 25% de gens qui auront été licenciés, mais peut-être que ça va aller au-delà. Donc, vous voyez, il va se passer quelque chose sur le marché de l'emploi. Le tout, c'est de tenir. Et effectivement, comme vous avez un diplôme, les employeurs savent, connaissent le contexte. Donc, si vous êtes inactif depuis un an parce que vous étiez de jeune diplômé il y a en septembre 2019 et que vous n'avez pas trouvé parce qu'au moment de la pandémie, vous commenciez à chercher, parce que vous vous êtes dit, bah, je prends 6 mois sabbatiques, ce qui est légitime, hein. Je fais une pause, je vais peut-être voyager, et puis je reviens et pof, il y a la pandémie, et on se retrouve pendant un an sans offre d'emploi. Là, moi, je vous recommande de tenir bon, de continuer de chercher, d'entretenir votre réseau, de ne pas vous essouffler, de rester à faire cette recherche d'emploi en équipe. Ça va bouger, ça va se décanter. L'événementiel, la restauration, ça va redémarrer. La com, Faten. Oui, tu as raison. Alors Valentin a répondu, donc il cherche dans le secteur du commerce et de la vente son CDD. Bon, alors je ne sais pas pourquoi il cherche un CDD, mais si c'est un obstacle et qu'il ne trouve que des CDI, moi j'entends souvent les gens me dire je trouve que des CDD, j'aimerais bien avoir un CDI. Bon, bah lui, il a la chance d'avoir un CDI, il démissionne. Il prend un CDI et puis il démissionnera. Voilà. Le CDD, c'est l'employeur qui dit je te prends que pour 3 mois, 6 mois, un an, et je me réserve la possibilité, encore une fois, dans un marché de l'emploi qui n'est pas élastique comme en France, où donc il y a des rigidités, je me laisse la possibilité de ne pas prolonger ton activité. J'ai peur que, au-delà, je ne puisse plus avoir besoin de toi. C'est ça, hein, le CDD. C'est ça le message du CDD. Parce que tout le monde aimerait embaucher en CDI. C'est embêtant de gérer des CDD, il faut les renouveler, il faut faire des déclarations à l'URSSAF. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que c'est pour un employeur. Donc, si je recrute en CDI et que vous ne voulez pas rester, c'est comme une location d'appartement. Vous prenez votre CDI et puis vous partez quand vous en avez marre. Qu'est-ce que ça change? Effectivement. Alors nous avons une question du Pige de Vigneux. Peut-on évoquer nos Alors, défauts? pardon, Faten, Nous avons une question pardon, du... Faten, je veux juste Oui, pardon. ajouter que si vous faites tout ça, c'est-à-dire vous faites un CDI et puis vous démissionnez au bout d'un certain temps parce que c'est votre projet, soyez respectueux. Parce qu'on ne sait jamais, la personne que vous quittez pourrait être votre futur employeur à nouveau dans un temps prochain. Voilà. Ça aussi, hein, il y a plein de gens qui ont plein d'ego, qui font les pans, qui crânent. Et en fait, non, l'humilité, c'est une attitude qui est vertueuse. Pardon, Tu as Faten. parfaitement raison. Donc nous avons une question du Pige de Vigneux. Alors c'est quoi le Pige? C'est le point info jeunesse. Peut-on évoquer nos défauts au même titre que nos qualités sur une lettre de motivation, CV? Moi, alors, de plus en plus, on travaille dans les entreprises, vous savez, on fait des entretiens annuels, puis on va vous définir des objectifs,
Puis 1 an après, on va regarder si vous avez atteint vos objectifs, puis on va évaluer votre performance, et c'est sur cette base-là que vous allez être augmenté ou pas. Bon, donc ça, c'est le schéma traditionnel dans la plupart des entreprises. Et dans la plupart des entreprises, depuis la fin des années 80, on vous fait des formations et on vous fait des team building et tout un tas d'opérations pour vous améliorer là où vous êtes faible. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, en gros, la démarche, c'est plutôt aujourd'hui de se mettre dans la démarche des équipes sportives et donc euh, de s'appuyer sur les forces de chacun pour créer des équipes performantes. Hein, donc moi, je suis quelqu'un de très décidé. Je prends des décisions très rapidement. Mais souvent, je prends des décisions sans trop avoir les informations qu'il faut. Donc j'ai dans mon équipe des gens qui sont beaucoup plus dans le détail et qui vont aller me dire attention, mais si tu fais ça, peut-être tu risques ceci. Voilà. Et donc j'essaye d'avoir dans mon équipe des gens qui vont me raisonner. Et plutôt, moi, si j'ai tendance à foncer, eux vont me dire attention, tu prends un risque. Et je vais les écouter. On est dans un mode de collaboration. Vous voyez, ces nouvelles formes de management, en fait, elles sont en train de se développer. Donc, quand vous cherchez un poste, il faut valoriser vos points forts. Et quand je dis travailler en équipe, c'est pas pour travailler vos points faibles. De toute façon, la plupart du temps, on est né comme ça et c'est difficile de s'améliorer. Hein. On va ajuster de temps en temps dans les angles, mais en réalité, on est comme on est. Et il faut s'assumer tel quel. Donc je pense qu'il faut plutôt travailler sur ses points forts. Et ces points forts, on peut les identifier plus facilement en travaillant en équipe avec une personne qui va vous dire quels sont justement ses points forts. Après, pour ce qui est des défauts, bah, c'est toujours pareil. Il ne faut pas parler de défauts, mais plutôt de manière de manière d'être que vous compensez. Par exemple, comme je viens de vous le dire, moi je suis quelqu'un de décidé et comme parfois je prends des décisions un peu irréfléchies, bah, je m'entoure de personnes qui vont m'aider à réfléchir. Voilà des astuces qui vont permettre de compenser les défauts. Mais non, non, ce qu'il faut, c'est mettre en avant les qualités, mettre en avant ce qui fait votre singularité au travers de ces qualités, quelles sont vos forces, et puis les défauts, on verra bien. Merci François. Alors nous avons une question de Louise. Alors elle travaille également dans le secteur, dans le luxe, et elle recherche un CDI. Et la question qu'elle souhaiterait te poser, c'est comment se faire remarquer des cabinets de consulting dans le luxe? Alors, ben, j'avoue que je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que eux disent des personnes qu'ils recrutent en fait? Je ne peux pas être très précis, je vais faire des généralités, mais encore une fois, il faut aller sur le site de ces cabinets pour voir en fait ce qu'ils recherchent, quels sont les profils qui les intéressent, et utiliser le vocabulaire de ces mêmes entreprises pour postuler. Après, les candidatures spontanées, c'est quelque chose qui marche de moins en moins bien dans les grandes entreprises. Hein, autant je vous ai dit, c'est bien d'aller faire le tour des magasins de votre rue si vous voulez travailler dans ces magasins. Autant dans les grandes entreprises, c'est quand même bien de postuler à une offre, hein, de vraiment cibler une offre, de postuler à une offre. Les candidatures spontanées, en fait, les CV sont souvent tout simplement jetés à la poubelle, il faut dire ce qui est. Sauf si vous êtes un styliste, vous voyez, comme on fait par exemple chez Vuitton, on va avoir un styliste de marque Jacob qui va envoyer son CV. Ben, peut-être la personne qui s'occupe du style, du recrutement des stylistes, va garder le CV de côté parce que c'est des métiers un peu pointus. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, il faut être un peu modeste, quoi. Merci François. D'ailleurs, ce que je propose à Louise, puisque elle travaille également dans l'univers du luxe, c'est de nous adresser son CV. Si tu en es d'accord, François, vu que tu es clairement dans cet environnement, c'est de peut-être d'y jeter un œil et de lui envoyer des recommandations. Qu'en penses-tu? Oui, oui, bien sûr, je serais heureux de le faire. Merci. Nous avons une question qui est donc également du Point Info Jeunesse de Vigneux. Avez-vous déjà reçu des CV vidéo et est-ce efficace pour vous?
Alors oui, effectivement, j'ai coupé la vidéo là pour 30 secondes, mais néanmoins, comme je confirme que la vidéo, c'est très utile. Et comme je vous le dis, quasiment 100% des recrutements des recrutements de client advisor, donc de conseillers de clientèle chez Louis Vuitton, sont faits via vidéo interview dans les pays d'Europe du Nord, en Russie, en Corée, enfin voilà, dans la plupart des grands pays où on a beaucoup de magasins, on fait appel à la vidéo interview. Hein. Donc c'est une vidéo dans laquelle on va pas, c'est pas une visioconférence, c'est des questions clés qui sont enregistrées par les recruteurs. Et ces questions clés, en fait, sont ensuite envoyées sous la forme d'une vidéo au candidat, et le candidat répond à ces questions sous la forme d'une vidéo. Le fichier est ensuite envoyé au recruteur. Voilà comment ça se passe. Merci. J'ai une question de Marcel Bliona. Je suis agent de sécurité et je n'arrive pas à trouver de poste. Quel conseil pourrais-tu lui donner? Pardon, j'ai coupé le micro. Là, en fait, donc c'est pareil. Je ne connais pas bien le secteur, mais je pense qu'il y a des entreprises qui font des entreprises qui font ce métier, donc de sécurité, et ce sont ces entreprises que je contacterai. Donc, je listerai toutes les entreprises qui sont sur ce secteur. Pour arriver à les identifier, il faut certainement regarder sur Internet pour savoir en fait quelles sont les entreprises qui fournissent ce type de service. Ensuite, donc c'est des entreprises de gardiennage, hein, je suppose. Ensuite, il faut aller sur le site de toutes ces entreprises. Soit ces entreprises proposent des offres auxquelles postuler. Alors peut-être que ce monsieur, pardon Fatem, j'ai pas retenu le prénom. Ah, je pense que ton micro est coupé. Ouais, je t'entends pas en fait. C'est une femme, Marcel Bliona. Marcel, Marcel, oui. donc Deux LE. si elle est expérimentée et qu'elle a déjà vécu ce type de métier, normalement, avec son CV, elle peut peut-être tenter de l'envoyer en candidature spontanée s'il n'y a pas d'offre. En revanche, s'il y a des offres, c'est quand même mieux de cibler l'une de ces offres, même si à la marge, le profil ne correspond pas tout à fait, pour proposer sa candidature sur les offres. Ce que je voudrais dire aussi, je parlais de la grande serre tout à l'heure, c'est qu'il faut peut-être bouger. C'est-à-dire qu'il faut accepter, on est dans la région parisienne. La région parisienne, c'est, je crois, 30% de la population active de la France. Hein, donc c'est un tiers de l'activité professionnelle en France. C'est là où il y a le plus d'emplois. Maintenant, c'est vrai qu'il faut arroser toute la région. C'est pas comme les métiers de la vente où on va peut-être aller au Monoprix ou au Franprix d'à côté. Sur le gardiennage, il faut peut-être accepter de bouger. Comme je parlais tout à l'heure de la Grande Serre, les jardiniers de la Grande Serre, ils sont basés à Pantin et ils couvrent 50 km à vélo dans tout Paris pour couvrir leur clientèle. Et ils se déplacent à vélo parce qu'ils ont un principe écologique, etc. Donc pour le gardiennage, moi je ferais ça. J'identifierai toutes les boîtes et je les contacterai les unes après les autres d'une manière très systématique. Si j'ai une touche, je garde le contact pour voir à quelle échéance je peux revenir vers cette personne. Si j'ai pas de touche, d'abord j'insulte personne, je ne désespère pas, je mets le contact de côté pour éventuellement refaire un cycle. Si par exemple en avril il n'y a pas d'emploi, peut-être qu'en septembre il y en aura. À la fin de ce cycle, donc si j'ai pris le temps de contacter une cinquantaine d'entreprises, peut-être que au bout des 50, eh ben, je reprends la première et ainsi de suite. Il faut tenir en fait. Hein. Persévérance. Ouais, ouais. Donc, J'ai une question de Rachel de Montgeron. Du coup, une pensée pour la Maison de l'Emploi de Montgeron et Assitan Traoré qui dirige cette Maison de l'Emploi. Alors, Rachel te pose la question suivante. Le moment n'est-il pas risqué pour créer son entreprise? J'ai cette volonté de le faire, mais j'appréhende un peu.
Bah, moi, je dis, faut foncer. Parce qu'en fait, là, j'en reviens à ce que je disais, hein, c'est, OK, on est dans une période de crise, mais chacun écrit son histoire. Vous avez une idée, vous avez un projet. Aujourd'hui, créer une entreprise, ça coûte pas grand-chose, donc faut le faire. Et après, en fait, ce que vous allez être amené à faire, c'est, tester votre marché. Donc d'une certaine manière, je dirais que la crise est une opportunité pour aller se présenter, auprès de son marché. Je ne sais pas quel est le marché, ciblé par Achille, mais se présenter auprès de son marché, identifier, la manière dont les clients potentiels, fonctionnent, quel est le type de prestation qu'ils attendent, préciser un peu son offre, peaufiner, la manière son discours, commercial. Enfin non, 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 au contraire, je pense que c'est vraiment, maintenant qu'il faut le faire. Ouais, ouais. Merci Et bien François. sûr, encore une fois, c'est là aussi où il faut tenir sur la durée, hein. Mmh. Voilà. J'ai une question de Marois d'Épinay. Les fautes d'orthographe sont-elles rédhibitoires sur un CV ou une lettre de motivation? Oui, ouais. En fait, la faute d'expression, hein, je parlais de mon ami Michael qui est, qui parfois fait des fautes de français, quand il s'exprime. Hem, Effectivement, il s'exprime parfois avec des fautes de français. Bon, bah, voilà, on est dans la spontanéité de l'expression et là, vous m'entendez depuis maintenant, 1 heure et demie, et j'ai dû faire plein de fautes de français, sans m'en apercevoir, et ça a dû vous faire rigoler parce que, c'est comme ça. Néanmoins, quand on écrit, le minimum, c'est de se relire. Voilà. Et donc on peut faire une coquille, oublier de mettre un S, à la place à la fin d'un mot au pluriel. Mais, quand même, parce que enfin moi dans mon travail, je suis dans le département des ressources humaines et j'aime dans mon département la communication interne. Je pense, Faten, que tu vis ça au quotidien et notamment peut-être avec l'affiche de l'événement d'aujourd'hui. On relit, on relit, on relit, 50 000 fois, on fait relire par 30 000 personnes et il y a toujours une faute. Il y a toujours Oui, quelque chose qu'on a oublié, on n'a pas vu aussi que, la photo elle était légèrement coupée et cetera. Néanmoins, plus vous relisez, plus vous faites relire, plus vous réduisez le risque de faire des erreurs. Et, quand même, voilà, vous envoyez un CV, non, il faut pas de faute, quoi. Il faut pas de faute, point. C'est pas mais acceptable. oui, C'est oui, dur tu as à raison. entendre, mais c'est pas acceptable. Et une mention spéciale pour tous ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi, que sont les maisons de l'emploi et aussi le Pôle emploi, enfin tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation qui les aident Ouais, dans la démarche de justement. correction, d'alphabétisation, faire des cours d'alphabétisation et autres. Donc n'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Ils vous accompagnent à cet effet. Donc, je pense que c'est important aussi de le souligner quand on n'a pas forcément autour de soi, dans son giron familial, une personne qui peut forcément nous corriger, enfin corriger les fautes d'orthographe. Mmh. Et c'est vrai que c'est très exigeant aussi pour ces personnes-là, hein. J'ai moi-même, comme je vous le disais, quand je recherchais un emploi, je suis allé, dans ce type d'association, à l'époque, j'habitais à Rueil-Malmaison et on est dans une interaction où il y a des personnes quand même qui s'investissent personnellement, que ce soit leur métier, et qu'ils soient employés ou que ce soit des bénévoles. Ils s'investissent, heu, pour vous aider dans votre recherche et il faut les écouter en fait. Heu et ça suppose aussi, dans ce travail en équipe que je convoque, hein, que j'appelle de mes vœux, ça suppose, véritablement qu'il y ait un respect mutuel dans tout ce qui est dit, en fait. Et quand on vous dit, pour la 50e fois, qu'il y a encore une faute sur votre CV, c'est pas un jugement, en fait. C'est juste pour que votre CV soit le meilleur possible. Et donc, voilà, vous avez corrigé 5 fautes, il en reste 10. C'est exigeant pour tout le monde, c'est épuisant pour tout le monde, pour la personne qui va vous le dire, pour vous qui devez refaire le CV, mais on est tous sur la bonne voie, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On est encore plus près du job. C'est clair. Merci François. Une question de Michel qui habite hier. Les robots vont-ils nous remplacer? Alors ça, c'est tout un moi je donne un cours à Dauphine, je pense que tu le sais, Faten, je donne un cours sur la transformation digitale dans 3 masters, à Paris Dauphine Université. Et donc la transformation digitale, donc je parle de la blockchain, l'intelligence artificielle, le big data, et cetera.
Et non, en fait, les emplois de demain ne sont pas menacés par l'intelligence artificielle ou les robots. Ce qui est menacé, en fait, ce sont des emplois qui ne sont pas des emplois, en réalité. Alors, je vais paraître peut-être très dur par rapport à des personnes qui, aujourd'hui, dans cette assemblée, font ces jobs-là. Mais tous les jobs qui peuvent être, et ce n'est pas que des jobs de non-cadre, hein, c'est aussi des jobs de cadre. Tous les jobs qui peuvent être remplacés par des robots ne sont pas des emplois. Ce sont des activités qui ne sont pas épanouissantes, et c'est un bienfait que ce soit remplacé par des robots, et ça va nous laisser l'opportunité de faire autre chose. Il faut le voir positivement, en fait. Donc, même les emplois non qualifiés ne vont pas tous être remplacés par des robots, parce qu'il y a plein de choses dans les emplois non qualifiés qui ne peuvent pas être exécutées autrement que par la main de l'homme, parce qu'il y a des opérations qui nécessitent de la réflexion, de la réactivité, même dans des opérations de maintenance technique, par exemple de la maintenance des ascenseurs. On va mettre en place de plus en plus des capteurs dans les ascenseurs pour prévenir les pannes, mais les personnes qui vont maintenir les ascenseurs, eux, vont continuer à intervenir. Pareil pour les machines Selecta là qu'on voit dans les cafés, dans les bureaux. Les robots ne vont pas remplacer les machines, les robots ne vont pas remplacer non plus les personnes qui maintiennent ces machines en activité. Parce que il faut quand même faire des interventions manuelles pour remettre d'aplomb ces appareils. Donc, ce qu'on va faire, en revanche, c'est des interventions plus cool, parce qu'on viendra non plus pour traiter une panne, mais pour faire de la prévention. Donc, vous voyez, en fait, on va changer ça. Après, c'est vrai que dans les métiers comme les métiers d'hôtesse de caisse, là, bon, on peut penser qu'il y aura de plus en plus de caisses automatiques. Mais ça ne veut pas dire que les personnels vont disparaître. Je crois beaucoup que, par exemple, en remplacement des hôtesses de caisse dans les monoprix, on aura des personnes qui seront mobiles dans le magasin pour aider le client à trouver un produit. Et l'idée, ce n'est pas d'être bénévole et d'employer les gens à rien faire. Aider un client à trouver un produit, c'est plus de chiffre d'affaires. Donc vous verrez, on va inventer des nouveaux métiers pour faire plus de chiffre d'affaires. Je vous le garantis. Merci François. J'ai encore plein d'autres questions, mais bon, on arrive à la fin. Je suis obligée d'en sélectionner une dernière et je m'en excuse auprès de tous nos internautes. Et puis, je les remercie de leur vivacité et de leur intérêt sur ta présence, en tous les cas, ce jour. Donc, j'ai Carole de Brunois. Elle voudrait savoir si au sein de ton groupe, enfin, du groupe de l'enseigne Louis Vuitton, il existe des écoles de formation, enfin, CFA, dans les métiers du luxe. Comment faire pour les intégrer? Est-ce qu'on peut avoir les adresses? Alors, il y a des diplômes qui existent sur les métiers du luxe. Mais les entreprises du luxe ne recrutent pas dans ces diplômes nécessairement. Ça arrive, hein, et ce qu'on va regarder, c'est plus du marketing, marketing du luxe, hein, donc une manière d'aborder le marché. Mais en réalité, ce qu'on va chercher, c'est des professionnels. Et les professionnels, on ne les trouve pas nécessairement dans ceux qui visent le marché, un employeur du luxe. Je ne sais pas si je suis clair dans mon expression pour Carole, c'est en fait les gens le luxe, ce n'est pas les entreprises du luxe ne sont pas différentes des autres. Elles visent juste un marché distinctif et une manière d'aborder ce marché qui est distinctive. Donc dans les entreprises du luxe, il y a des informaticiens, il y a des logisticiens, hein, on a des entrepôts dans lesquels il y a des personnes qui font du packaging, donc ils mettent les produits dans des paquets qui sont envoyés dans tous les magasins dans le monde entier. Il y a des gens qui travaillent dans les ressources humaines, il y a des comptables, etc., etc. La spécificité du marché du luxe, c'est une typologie de produits, et bien souvent, les produits ont fait l'entreprise, donc Puy-Forcat, Louis Vuitton, Hermès, Chanel, c'est avant tout les produits qui ont fait leur réputation. Maintenant, on fait du marketing autour de ces produits. Donc, il y a des entreprises nouvelles qui se créent et qui disent « je vais adresser le marché du luxe avec un produit qui n'a pas d'histoire ». Mais dans la plupart du temps, c'est un produit qui a de l'histoire, qui est devenu un produit de luxe,
et on a une clientèle qui a des attentes particulières. Donc vous voyez, cette manière d'aborder le luxe autrement que comme un marché me paraît complètement artificielle. Donc là où nous, on va recruter dans le luxe, c'est uniquement pour construire des approches de marché spécifiques. Donc on va aller voir les clients. Donc il y a des manières d'aborder les clients de la joaillerie, par exemple, qui sont spécifiques, pour lesquels on peut faire effectivement des diplômes et pour lesquels on va organiser des manières de vendre qui sont spécifiques, qui ne se font pas en magasin, qui se font à l'occasion d'événements, qui sont organisés dans des lieux d'exception ou dans des hôtels, etc. Ce savoir-faire-là, effectivement, il s'apprend. Mais pour tous les autres métiers, ça ne s'apprend pas. Donc il faut se méfier en fait de ces filières du luxe qui finalement n'ont pas nécessairement de débouchés. Merci François. Merci à vous tous d'avoir été présents ce jour sur cette visioconférence. Merci à toi François Rouban. Peut-être un petit mot de la fin avant que je n'arrive à cette conclusion, à la conclusion de cette visioconférence. Je te laisse la parole pour conclure avant que je ne reprenne la main. Le dernier message, c'est peut-être d'être vous-même et d'être avec les autres, en fait. C'est-à-dire être vous-même, identifier ce qui fait la singularité de votre profil et appuyez-vous sur les autres pour le faire. Ne restez pas seul. C'est long. Hein, on parlait des jeunes diplômés qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir de débouchés et qui, en même temps, doivent tenir, le marché va repartir, le marché de l'emploi va repartir. Donc ne dévalorisez pas votre profil, tenez bon, et pour tenir bon, il faut être en équipe. Hein, donc trouvez des gens avec qui faire ces recherches d'emploi. N'ayez pas peur d'être en concurrence sur les mêmes jobs, parce que si vous êtes vous-même, vous allez être différent, et l'un ou l'autre trouvera un emploi, et c'est pas grave si l'autre ne trouve pas d'emploi, ce n'est qu'une question de temps, ça va arriver. Merci François. François, nous sommes ravis de t'avoir accueilli aujourd'hui au travers de cette visioconférence. Quand je dis nous, c'est le territoire du Val-d'Ire-Val de Seine, qui est composé de 9 villes. Et je suis contente que tu en fasses la connaissance. Et ces 9 villes formidables que sont Draveil, Vigneux, Montgeron, Brunoy, Crosne, Quincy, Épinay, Hyères, j'espère en avoir, et bien sûr Boussy et Quincy. Vraiment de tête, tu vois, je me souviens de ces 9 villes. C'est environ 180 000 habitants. Vraiment ravi de te permettre de faire la connaissance de ce territoire. Cet événement, bien évidemment, a été organisé de concert avec le service communication de l'agglomération et non, ils n'ont pas commis de faute d'orthographe. Alors là, je peux t'assurer que ce qui est formidable, c'est que la validation des supports se fait très rapidement. Donc, merci à Mathieu et son équipe d'avoir mis en place toute la mécanique de com. Merci également à la technique et à la sono, Steve, Nicolas et Léandre en arrière-plan. Merci au service emploi. Je pense à Nathalie Nicole et Amel, sa collaboratrice. Merci à vous tous qui nous écoutez. Sachez que la dynamique continue pour vous, surtout en cette période bien évidemment difficile, ce contexte difficile. Mais bon, l'emploi n'attend pas. Nous sommes là pour vous communiquer toutes les astuces, les tuyaux pour favoriser la recherche d'emploi. Tenez bon, persévérez. Nous sommes là pour vous. Merci à tous les responsables des maisons de l'emploi, les missions locales, ces personnes qui se dévouent pour vous au quotidien, qui sont là pour vous trouver des solutions. Et en fin de compte, la solution, au final, et surtout, c'est le mot ensemble. C'est ensemble que l'on vous accompagne, c'est ensemble que l'on vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs et tendre vers votre avenir. Et en réalité, on espère rester le moins possible de temps avec vous pour la bonne et simple raison que ça voudrait dire que vous avez trouvé un emploi.
Alors, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci à l'ensemble des services qui ont contribué, à la réalisation de cet événement. Mille merci, François Rouban et je vous dis, à très bientôt, dans le cadre des, événements, emploi de l'agglomération du Val d'Isère Val de Seine. Merci. Au revoir. Merci Faten. Au revoir à tous.